Voici l'épisode 2 de la saison 2 de ce que j'ai appelé primitivement cours au chinois, puisque ça se destine en priorité aux Chinois, mais tout le monde peut les voir en français en tout cas, pour l'instant. Mais j'ai décidé, suite à la remarque de quelques personnes bien intentionnées, que je ne fais pas un cours. Ça ne ressemble en rien ce que je fais à ce qu'on peut trouver dans les écoles ou les universités. Et donc, c'est plutôt de la transmission. Vous me direz que c'est peut-être pinaillé sur les mots, mais c'est vrai que c'est peut-être un mot qui convient mieux. Transmission plutôt que cours, parce que je ne vais pas chercher un savoir dans les livres, ce n'est pas une compilation de savoir, comme on trouve dans les universités et dans les écoles, mais bien la transmission de mon expérience. Donc, oui, on va appeler ça, à partir de maintenant, transmission aux Chinois, mais à tout le monde aussi. Et aujourd'hui, je vais parler de l'angoisse. Vous savez que Freud avait produit cette présentation de l'appareil psychique comme dans le psychique, on trouve en fait les représentants de la pulsion. Ces représentants de la pulsion, ils sont deux. Il y a la représentation et il y a l'affect. La représentation, ce que je vois, ce que j'entends. L'affect, ce que j'éprouve. Et ça c'est moi qui l'ajoute, on ne peut effectivement mettre en mémoire une représentation, qu'elle soit visuelle, sonore ou olfactive ou tactile, que s'il y a de l'émotion autour. C'est-à-dire si ça a été important pour nous à un moment de notre histoire. À ce moment-là, la représentation se trouve en quelque sorte découpée par l'émotion, comme on découpe une rondelle de papier dans une feuille de papier. Elle se trouve découpée de l'environnement général, qu'on peut appeler le réel comme ça, pour en faire une représentation qui vient dans la mémoire. Et à partir des représentations qui sont comme ça dans la mémoire, on peut construire une réalité. C'est-à-dire des représentations qui sont dans la tête et qu'on articule correspondant à les informations qui nous viennent des organes des sens. L'organe des sens, pour piger ce qui se passe à l'intérieur de moi-même, c'est essentiellement l'affect. Ce que j'éprouve à l'intérieur de mon corps. Il se trouve que l'angoisse, je l'éprouve justement sans représentation. C'est la différence qu'on peut faire entre la peur et l'angoisse. La peur, je vais traverser et au dernier moment, je me rends compte qu'il y a un bus qui me fonce dessus, que je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas fait attention. Alors tout d'un coup, je me recule en arrière, j'ai le cœur qui bat, j'ai des sueurs froides, j'ai la respiration qui s'accélère. Ce sont les manifestations corporelles de la peur. Mais parfois, il peut arriver, je marche dans la rue, ou je fais un rêve, et la même chose se manifeste alors qu'aucun danger ne se présente a priori. Voilà ce qu'on peut appeler l'angoisse. Freud avait dit que l'angoisse, c'était effectivement ce qui se produisait sans représentation. Lorsqu'un enfant vous dit qu'il a peur du loup, et qu'il n'y a pas de loup, il y a une représentation. C'est la représentation du loup. Mais le loup n'est pas là dans la réalité. Donc, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à de la peur, parce qu'il y a la peur d'un objet, effectivement, l'animal loup, mais quand même, il n'est pas là. Donc, c'est de l'angoisse. Bon, peu importe ces distinctions, c'est juste pour avancer, préciser de quoi on parle. On peut très bien continuer à dire j'ai peur du loup, ou j'ai peur du cheval, comme le petit Hans, ou j'ai peur de regarder un couteau dans la cuisine, ou une aiguille plantée sur le coussinet à couture de ma mère. Ça reste de l'angoisse, même s'il y a une représentation.
et même si l'objet est là dans la réalité, comme les ciseaux ou les aiguilles plantées dans le coussinet de ma mère. Mais pourquoi est-ce que ça me fait peur ? Un cheval, un chien, un chat, une araignée, un serpent, un ciseau, une aiguille. Bon, moi j'ai pas peur de tout ça, hein, mais j'ai eu peur des aiguilles effectivement plantées dans le coussinet de ma mère. Ça me faisait comme mal aux yeux quand je regardais ça. Bon, c'est passé depuis bien longtemps. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Freud avait dit que la représentation était refoulée, mais jamais l'affect. C'est là aussi pas tout à fait vrai. C'est vrai que la représentation peut être refoulée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus là, et qu'il y a une autre représentation qui vient à la place. Par exemple, le cheval du petit Hans représente le père, parce que le petit Hans a peur de son père, parce que il est jaloux de son père, et il pense que son père est jaloux de lui pour la conquête de sa mère. Donc ce qui est refoulé sous l'image du cheval, c'est l'image du père. Mais sous d'autres images, qu'est-ce qu'il y a de refoulé ? On peut se poser la question à chaque fois. Et puis, au niveau de l'affect, est-ce qu'on peut dire que l'affect n'est jamais refoulé ? C'est vrai, on éprouve toujours quelque chose. Et par exemple, on éprouve l'angoisse, même s'il n'y a pas de représentation. Ce qu'on appelle maintenant attaque de panique, qui n'est jamais ce qu'on appelait autrefois crise d'angoisse. Ce qu'on appelle attaque de panique, on est dans la rue, puis tout d'un coup, tac, ça nous prend. Ah, c'est terrible, c'est affreux, c'est l'horreur, le cœur se met à battre, le souffle s'accélère, voilà. Bien, panique. Il n'y a pas de représentation, mais on éprouve quelque chose, c'est bien ça, donc il semblerait bien qu'en effet, l'affect ne soit jamais refoulé. Mais par contre, ce qui peut être refoulé, c'est le nom de l'affect, c'est-à-dire la représentation de l'affect lui-même. Parce que l'affect, c'est ce qu'on éprouve, mais il y a aussi la façon dont on le nomme. Quand je faisais des distinctions entre peur et angoisse tout à l'heure, c'était une façon de faire une représentation pour l'affect, un nom. Et lorsque on a nommé un affect, on lui a mis une représentation, on l'a en quelque sorte cadré. Et il devient moins pénible. L'attaque de panique, c'est hyper pénible, parce que, un, il n'y a pas de représentation, et deux, il n'y a pas de nom pour ce qu'on éprouve là. Sauf qu'après, quand on va voir le psychiatre, il dit « vous avez fait une attaque de panique ». Puis après, quand on est dans la rue et que ça revient, on peut se dire « ah oui, je fais une attaque de panique », ça ne change rien du tout. La représentation, c'est juste une représentation technique, attaque de panique. Ce n'est pas la représentation du véritable affect, ni de la représentation qui cause cet affect. Et donc, ce qui peut être refoulé sous un affect d'angoisse, c'est un affect de désir, d'amour, de haine, de colère, de honte, qui sont les autres nominations qu'on peut donner aux affects. Mais, comme je n'ose pas éprouver du désir, cet éprouvé lui-même est refoulé dans sa nomination. Il réapparaît sous forme d'angoisse, mais la nomination a bel et bien été refoulée. Alors, est-ce que c'est parce que la nomination de l'affect est refoulée que cet affect se transforme en angoisse ? J'en sais rien. Parce que, effectivement, il y a une modification de ce qu'on éprouve. Par exemple, au lieu d'éprouver un plaisir à un désir incestueux, j'éprouve de l'angoisse. Et je veux déjà dire maintenant que ce qu'il y a sous toutes ces représentations refoulées, représentation d'une représentation
par exemple d'objets d'amour incestueux, et d'affects incestueux qui sont refoulés, qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Eh bien, il y a la menace de castration. Parce que c'est ça, au fond, qui transforme le désir incestueux en angoisse. Parce que ça sera la punition si on ose avoir des affects pareils. Donc à la fois Freud a raison, les représentations sont refoulées, pas les affects. Mais si, ce qui peut être refoulé, c'est le nom de l'affect, la représentation qu'on attribue à l'affect lui-même en tant qu'il est occasionné par une certaine représentation qui est refoulée elle aussi. Alors, voyons ce qui se passe dans ce mécanisme. Vous remarquerez déjà que tous ces affects signent un état de notre rapport à l'autre. J'éprouve de l'amour, c'est un rapport à l'autre. J'éprouve de la haine, c'est un autre rapport à l'autre. Dans le premier cas, je cherche plutôt la réunion. Dans l'autre cas, la haine, je cherche plutôt la séparation, la destruction. Et puis il y a la honte. Eh bien la honte, c'est le rapport à l'autre, mais en tant que la haine de l'autre, ou l'amour de l'autre, revient sur ma personne propre en tant que je me sens coupable. Coupable d'aimer comme coupable de haïr. Je peux me sentir coupable de aimer parce que c'est un amour coupable. Par exemple, pour ma mère ou pour ma fille ou pour mon père, ou etc. Et puis, je peux me sentir coupable de haïr parce que la haine n'a pas bonne presse dans la société. C'est pas bien de haïr. Donc, dans le rapport à l'autre relatif à la honte, l'affect que j'éprouve pour l'autre revient en un affect pour moi. J'ai honte pour moi par rapport à ce que j'éprouve pour l'autre. Et puis il y a aussi les affects qu'on appelle tout simplement joie et tristesse. Joie souvent associée à l'amour, tristesse souvent associée à la haine, ou à la destruction, à la perte, au deuil. Ce sont des façons, joie, tristesse, mélancolie, après... il y a toutes les déclinaisons possibles et imaginables, mais ça se résume en gros à ces 7 affects. Amour, haine, honte, joie, tristesse, auxquels on peut ajouter colère et angoisse. Ça fait 7. La colère va dans le sens de la haine, et l'angoisse, eh bien on ne sait pas, parce que c'est là où justement il n'y a plus de représentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Revenons-y. Je donne tout de suite un indice sur ce que je vais développer, mais j'y reviendrai plus tard. C'est que c'est là où il y a un malentendu fondamental dans ce que Lacan a raconté. Il a déplacé l'angoisse. Pour Freud, l'angoisse est toujours une angoisse de castration. Pour Lacan, ça devient l'angoisse du réel. Or, ayant rencontré le réel moi-même, je n'ai éprouvé absolument aucune angoisse. Par contre, l'angoisse de castration, je l'ai éprouvée. Et j'ai même compris, à force d'analyser mes rêves, en quoi justement c'était l'angoisse de castration qui était la bonne. C'est l'idée de Freud qui est la bonne, parce que le réel ne donne aucun éprouvé, pour les bonnes raisons qu'ici il n'y a pas de représentation, ce qui est différent de l'absence de représentation. Le réel apparaît comme une masse compacte, ou au contraire comme une masse d'objets hétéroclites ou de personnages inconnus, mais on ne sait pas mettre des noms dessus, il n'y a pas de nom, donc il n'y a pas non plus d'affect. C'est tout à fait différent de ce que je viens de parler à propos de l'angoisse, où il y a de l'affect, c'est évident. Et s'il y a de l'affect, il y a du trou. L'affect, c'est le trou. Je vais revenir là-dessus, vous en faites pas. Et la représentation, c'est la surface. Et là, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'affect, c'est ce qui permet de découper la représentation de l'environnement. Quand rien n'est découpé de l'environnement, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas d'objet qui se dégage de l'environnement, donc pas de représentation. Par contre, ce pas de représentation
est toujours très proche, se trouve au bord de ce qui est au bord du corps, c'est-à-dire le sexe. C'est ce que j'ai découvert dans mes rêves et que j'ai décliné par le menu dans mon livre À bord du réel, puisque je raconte comment j'ai fait cette découverte du réel, qui est toujours à côté de représentation de la castration. Qu'est-ce que la castration ? C'est le moment où un enfant découvre qu'il n'y a pas de représentation pour le sexe féminin. C'est-à-dire que, en fait, il attend une représentation du phallus, mais il n'y en a pas. Donc ce qui vient tout de suite, c'est donc qu'il a été coupé. La représentation, l'absence de représentation du phallus amène une représentation du trou, c'est-à-dire de la castration. C'est-à-dire de l'affect comme tel, puisque l'affect c'est le trou, c'est-à-dire de l'angoisse. L'angoisse, c'est le trou en tant que il pourrait y avoir quelque chose, alors que dans le réel, il ne pourrait rien y avoir. Il n'y a rien, c'est tout. Il n'y a pas de représentation. Mais la castration, il pourrait y avoir le phallus et il n'y est pas. Et ça angoisse tout autant les garçons que les filles. Les filles, parce que la réaction tout de suite, c'est ça y est, on me l'a coupé. Les garçons, c'est aïe, on risque de me le couper. Dans les deux cas, angoisse. Qui peut éventuellement se transformer en honte. C'est pour ça que les femmes éprouvent en général plus de pudeur que les hommes, parce qu'elles veulent cacher ce qu'elles pensent être une punition. Parce qu'elles ont fauté, elles ont fait quelque chose de mal, et alors on leur a coupé le zizi en représailles, donc il s'agit de le cacher, ça. Alors que pour les mecs, au contraire, ils ont beaucoup plus tendance à être exhibitionnistes que les femmes, parce qu'ils veulent se prouver, et que le monde prouve à leurs yeux qu'ils ont un phallus. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas castrés. C'est ça l'exhibitionnisme dans le fond, c'est montrer qu'on n'est pas castré. Et il n'y a pas que montrer son zizi pour ça, à la sortie des écoles. Il y a montrer qu'on a une super belle bagnole, qu'on a une super belle nana, qu'on a une super belle maison et le réfrigérateur dernier cri, etc. Ce sont des façons de montrer qu'on a un phallus, qu'on n'est pas castré. Il n'y a pas de trou, il y a quelque chose, justement. Et plus la chose est grande, clinquante, colorée, mieux c'est. Plus il y a une représentation. Et plus, si on a besoin, justement, d'accumuler les représentations, comme ça, et donc d'accumuler des richesses, on a beau dire que ça ne nous intéresse pas parce que l'argent n'a pas bonne presse, dans le social, et que les objets n'ont pas bonne presse non plus, dans le social, ça sert à rien d'accumuler des objets, ouais, mais n'empêche que l'humanité a toujours fait ça tout le temps. Au point d'en crever, ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais vous pouviez bien dire tout ce que vous voulez, la planète est en danger, etc. Eh ben, on continue. Pourquoi ? Mais parce que il y a cette nécessité d'accumuler des objets parce que nous sommes tous dans l'angoisse de castration. Et les objets viennent boucher le trou de l'angoisse de castration. Et ça, c'est pas demain la veille qu'on arrivera à le modifier. Ça fait partie de cette structure qui fait que l'être humain est divisé en deux, les hommes, les femmes. Avec le phallus comme argument articulatoire entre les deux. On l'a ou on l'a pas. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit là de fantasmes enfantins qui sont refoulés à l'âge adulte, mais qui continuent de faire leur effet. Leur effet, par exemple, dans à la fois cette volonté d'accumulation, on peut accumuler les conquêtes aussi, que ça soit pour un don Juan ou une don Juan en jupon, les deux existent de nos jours. Ça revient au même. Il faut montrer qu'il y a plutôt qu'il n'y a pas. Ça, il faut le cacher. D'où la pudeur, la honte. Ou éventuellement, la colère.
puisque c'est l'un des 7 affects que j'ai nommés. La colère, qui peut être pour une femme, la colère d'être née femme, c'est une injustice, je me révolte, féminisme, etc. Ou pour un homme, colère d'avoir été menacé et de vouloir se venger d'avoir été menacé dans sa possession d'un phallus. Amour, envie d'avoir un phallus, que ça soit pour un homme, se prouver qu'il en a un parce qu'il a réussi à séduire une jolie femme, ou pour une femme parce qu'elle a réussi à se trouver un bonhomme qui va se comporter en père, c'est-à-dire un type qui a un phallus, qui lui permettra d'acquérir ce phallus qui est un enfant, en substitution du phallus perdu. Et haine, destruction de celui qui n'a pas rempli cet objectif de remplir le trou. Celui qui n'a pas voulu donner un enfant, celui qui est parti, celle qui est partie, l'enfant qui est mort, le conjoint qui est mort. Ça ramène du trou, c'est-à-dire de la castration. La joie et la tristesse ne sont jamais que des éprouvés qui accompagnent amour, haine, honte et colère. Et l'angoisse, c'est le résultat du refoulement de tout ça. Je n'en veux rien savoir, je ne veux pas savoir que même lors d'un deuil, il s'agit de la castration, même lorsque j'ai l'angoisse de la mort, il s'agit aussi de la castration. Souvent, il est parlé de l'angoisse de la mort. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, dont moi, disent « la mort, rien à foutre, ça ne me fait pas peur du tout. Ce qui me fait peur, c'est la vieillesse, la maladie, le handicap, la maladie d'Alzheimer, une paralysie, un truc comme ça qui surviendrait, qui serait bien pire que la mort. » Beaucoup de gens disent ça. D'autres ont peur de la mort aussi. Bon, très bien. Il y a tout ça qui existe. La mort, ça n'a justement pas de représentation. On ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est immédiatement corrélé avec cette absence de représentation du sexe féminin. Mais de même que pour le sexe féminin, ce n'est angoissant que parce qu'il pourrait y avoir un phallus, il y a une représentation là où il n'y en a pas. Ce n'est pas le pas de représentation, c'est l'absence d'une représentation qui pourrait y être. Mais de même, la mort, c'est l'absence d'une représentation de ce que je me représente comme étant moi-même pour l'instant. C'est-à-dire moi sujet dans mon corps. C'est pourquoi il y a eu pendant des siècles et des millénaires cette théorie de la séparation du corps et de l'âme, comme quoi l'âme se sépare du corps à la mort, parce que c'est une façon de dénier la mort. Mon corps, saloperie pas très nécessaire, mais l'âme, très belle chose qui, elle, est éternelle. C'est ce que nous disent à peu près toutes les religions. C'est une façon, l'âme, comme ça, d'avoir une métaphore pour le phallus. C'est-à-dire, même quand il n'est pas là, il est quand même là. Même quand le corps est mort, je suis encore là. Vous voyez, il y a une correspondance comme ça entre le phallus et le corps au niveau de sa présence ou de son absence, de son apparition ou de sa disparition. Et j'ai souvent cité, mais je le recite parce que ça me paraît fondamental, cette toile de Jérôme Bosch qui représente l'arrivée vers le paradis lorsque on est un élu et qu'on est mort. C'est l'âme qui est conduite par des anges à travers ce tunnel vers la lumière du paradis. Bon, Bosch peint ça au XVIe siècle. Ça me laisse penser qu'il a vu ça, ou il en a entendu parler, comme aujourd'hui nous en parlent les gens qui ont fait une expérience proche de la mort. Vous savez, ces gens qui ont eu une mort physique, soi-disant, ou peut-être, qui ont approché en tout cas la mort physique, et qui se sont vus emportés comme ça vers les cieux à travers un tunnel vers une lumière. Ces récits-là sont légion, on en a plein. Moi, je pense tout simplement que comme on ne sait pas ce que c'est que la mort, et surtout qu'on ne veut pas
admettre que c'est la disparition pure et simple, on le remplace par quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire la naissance. C'est-à-dire exactement l'inverse. Mourir, c'est naître au paradis. Et on reproduit l'idée qu'on se fait de la naissance, c'est-à-dire ce passage à travers le vagin maternel. C'est ça le tunnel avec la lumière au bout. On était pendant 9 mois dans l'obscurité et hop, on passe de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est le phallus de la mère. Très exactement à cet instant-là. Et c'est une position qu'on garde toute la vie, très profondément refoulée. Alors j'ignore totalement si cette représentation du trou, il y en a une, grâce à ses bords. Cette représentation du trou, elle est un souvenir de la naissance ou une reconstruction après coup, parce qu'après coup, on a appris qu'on était passé par là. Et justement, les mecs, ils remettent leur zizi à cet endroit-là pour fabriquer des naissances. Fatalement, ça fait des connexions dans la tête, des connexions irrationnelles, mais qui se basent quand même sur quelques vérités anatomiques. Je suis donc le phallus de ma mère, que j'en ai un ou que je n'en ai pas. Et ça, je l'ai découvert dans mes rêves, c'est permanent. Ce n'est pas quelque chose qui tombe. Or, justement, les représentations de moi en train de tomber, elles sont légion dans les rêves. Quand j'étais petit, je faisais très souvent le rêve que je tombais dans la cage d'escalier. Une fois, je me suis même réveillé brutalement après être rêvé que je tombais, et j'avais mal au dos, parce que dans mon rêve, j'étais tombé sur le dos. Je n'avais aucune raison d'avoir mal au dos, puisque je n'étais pas tombé dans la réalité, et que j'étais sur un matelas douillet, mais j'avais cette représentation de ma chute, une représentation corporelle par mal dans le dos. Bon, ça a disparu assez vite, mais voilà, c'est une façon de vous indiquer que c'est quelque chose de tout à fait commun. Et alors le nombre de gens qui m'ont raconté le nombre de rêves incalculables où ils tombent, eh bien c'est de ça dont il s'agit. L'angoisse de tomber, c'est l'angoisse de castration de la mère. Et lorsque moi je me trouve sur un lieu élevé, vous savez, on va toujours visiter les lieux élevés, le sommet d'une montagne, le sommet d'une tour, le sommet de tout ce que vous voulez. Et là, sur la table d'orientation, quand je suis juste au bord du vide, eh bien, je ressens une sensation dans les couilles. Une sensation qui est à la limite entre le plaisir et le déplaisir, l'agréable et le désagréable. Mais c'est quelque chose d'extrêmement fort. Et je sais que je ne suis pas le seul, il y a d'autres personnes qui m'ont raconté ça. C'est donc que c'est corrélé. Alors en même temps, quand je suis au bord d'un précipice comme ça, j'ai l'envie de sauter. Qui serait une sorte d'envie de naître remplacée par une envie de mourir. C'est là qu'on voit la corrélation qu'il y a entre les deux, en même temps qu'il y a une corrélation entre le corps et le phallus. Car c'est la même chose. Il y a une identification entre le corps en tant que phallus de la mère et le phallus en tant que pouvant être là ou pas là. La sensation que je ressens et qui est si ambiguë quand je suis au bord d'une falaise ou au sommet d'une tour, c'est que c'est à la fois, ça me rappelle le plaisir d'être là et le plaisir d'avoir des couilles, et l'angoisse de ne plus être là et de ne plus avoir de couilles. C'est complètement identifié. Bon, ça se voit dans les rêves de chute. Ça se voit aussi dans les rêves que pratiquement tout le monde a eu, que j'ai eu, c'est-à-dire les rêves de se faire poursuivre. On est poursuivi par une entité implacable qui, le plus souvent d'ailleurs, ne manifeste aucune hâte, alors qu'on se dépêche de courir tant qu'on peut, parce que c'est comme si cette entité savait qu'elle allait nous rattraper et nous détruire, nous écrabouiller
nous manger, nous brûler, n'importe quoi, peu importe. Mais il va nous rattraper, c'est certain. Ça, c'est l'indice de la pulsion qui ne s'arrête jamais, justement. C'est quoi la pulsion ? Eh bien, c'est ce qui vient de cette différence des sexes, qui ne s'arrête jamais. L'angoisse de castration s'arrête jamais, et on est poursuivi soit par cette angoisse elle-même, soit par une représentation de quelqu'un qui va faire quelque chose parce que nous nous sentons coupables. Coupables de quoi ? D'avoir fait quelque chose dont la punition serait la castration. Ou l'écrabouillement, ou le jeter dans le trou, ça revient au même. Puisque je viens de démontrer en quoi le corps est corrélé au phallus. Il y a identification. Bon, les plus belles images que j'ai trouvées de ce truc-là, c'est dans Terminator. Je crois que c'est pour ça que la série des Terminator, il y a eu 3-4 films, je sais plus. Et c'était ça, quoi. Parce que le Terminator, il pouvait bien passer sous un camion, être écrabouillé, brûlé, tout ce qu'on voulait, et il revient sans arrêt. Et il revient de film en film. Même si à chaque film, il se fait écrabouiller, lui, il revient au film suivant. Alors vous me direz, ça c'est commercial, c'est parce que sinon ça serait la fin de la série. Oui, mais c'est pareil pour nos rêves. Il nous faut ces représentations en rêve. Nous fabriquons notre propre cinéma parce que nous avons besoin d'une représentation de ce qui n'a pas de représentation. Le sexe féminin. C'est bien ce que je dis. C'est pas le réel en tant qu'il n'y a pas de représentation, mais c'est bien la castration en tant qu'à la place du trou féminin, il pourrait y avoir un phallus. Et donc il peut y avoir toutes les représentations que chacun invente qui nous poursuivent, parce que en tant qu'elle pourrait être là, le phallus pourrait aussi n'être pas là. Et donc c'est une représentation de la castration qui nous poursuit comme ça. Donc l'angoisse de mort n'est pas autre chose que l'angoisse de la castration. Dans ces rêves aussi où on est poursuivi, c'est souvent qu'on ressent le fait de ne pas pouvoir courir, d'être englué dans la boue, d'être paralysé, etc. Ça, c'est l'indice de ce que nous avons une double tendance, celle à s'enfuir et celle à rester. Ce qui est vrai par exemple pour un désir incestueux, j'en ai envie et en même temps je sais que c'est interdit donc je n'ai pas envie. Et ce désir incestueux entraîne une culpabilité, c'est cette culpabilité qui me poursuit alors que justement je suis paralysé entre l'envie d'y aller et de ne pas y aller. Et de respecter l'interdit de ne pas y aller. D'où c'est la culpabilité qui me poursuit. J'ai fait un rêve il n'y a pas tellement longtemps. C'était là, il y a 2 nuits, qui était très court, et dont je me suis dit, je vais rien en tirer, c'est que dalle, c'est comme d'habitude, je suis sur un balcon et j'ai peur de tomber. Bon, je me suis dit comme d'hab, quoi. En fait, en allant à peine plus loin, je me suis rendu compte que c'était bien sûr toujours la même chose, angoisse de tomber, angoisse de castration, mais c'était aussi... le mur de la façade de la maison sur lequel était posé ce balcon était fait de carrelage. Et de curieux carrelages dont la fente entre les carrelages, entre les carreaux, entre chaque carreau, était quand même relativement profonde. C'était comme si on n'avait pas mis de ciment dans les rainures entre les carreaux. Donc, ça me laissait la possibilité, extrêmement problématique quand même, de m'agripper par les doigts en rentrant les doigts dans cette fente et de m'agripper par les pieds en rentrant le pied dans cette fente. J'ai tout de suite pensé effectivement que c'était le pied ou le doigt comme phallus qui rentrait dans un vagin. Bon, avec ça peut se représenter par n'importe quoi, y compris par des trucs totalement improbables. Mais on y voit que la justification de ma théorie de la rondelle, à savoir que la surface c'est la représentation, ou le phallus, et ce qu'il y a autour c'est l'affect, c'est-à-dire le trou, c'est-à-dire le vagin, c'est-à-dire la castration.
Là, ce qui me vient, c'est que c'est l'angoisse qui serait la source de tous les autres affects, parce que l'amour serait dicté par le fait de se trouver un phallus à tout prix, ou un enfant à tout prix. L'enfant, phallus, c'est la même chose, c'est la même équivalence que je disais tout à l'heure entre corps et phallus, le corps adulte et le corps phallus, et l'enfant phallus. C'est l'indice que la théorie que je propose, en fait, elle est totalement issue de mon exploration des rêves. Parce que ce n'est pas le premier rêve que je fais comme ça. La théorie de la rondelle, elle est venue bien après. Ce n'est pas la théorie de la rondelle, qui en l'occurrence est carrée, ça n'a aucune importance, qui m'induit à avoir des rêves comme ça. C'est le contraire. Et je constate juste que la pulsion continue. Elle continue à me proposer ces représentations. Et donc la représentation théorique que j'en propose, en tant qu'elle est à peine plus abstraite, eh bien, ça me semble être la bonne théorie. Et ça m'a fait penser aussi à cette image de Tintin sur un gratte-ciel à Chicago, dans Tintin en Amérique. J'avais lu ça quand j'étais tout petit. Ça doit être Tintin en Amérique, ça doit être le premier album de Tintin qu'on m'a offert. Je devais avoir 5 ou 6 ans, guère plus. Et donc cette image m'avait super impressionné, mais comme ça impressionne toujours, dans les films à suspense, c'est très souvent que les réalisateurs utilisent ça, cette image de quelqu'un au bord d'un immeuble, et il se retient par le petit doigt, ou au bord d'une falaise, où ce sont des alpinistes, où il y a eu un accident, et les gens se retrouvent au bord d'un trou, toujours. Ils se retiennent, ils sont pendus au bord du trou, comme le phallus est pendu, oui, exactement, au bas du ventre de la mer. C'est de ça dont il s'agit, et c'est ça qui angoisse, et qui en même temps fait plaisir. C'est pour ça qu'on va voir ça au cinéma. C'est là où l'angoisse nous fait plaisir, parce que ça nous donne quand même des représentations là où il n'y en avait pas. Ou plus exactement, là où elles étaient refoulées. Encore une fois, c'est dans le réel qu'il n'y a pas de représentation. Là, c'est l'angoisse qui est refoulée. C'est à la fois le refoulement de l'image du phallus en tant qu'il est castré, et le refoulement de l'affect, en tant qu'il peut y avoir un affect de plaisir à avoir le phallus, et un affect de déplaisir à le perdre. C'est tous ces affects qui sont refoulés et qui prennent place dans ce qu'on appelle, à la place, l'angoisse. Alors je viens de prononcer plusieurs fois le mot place. La place, c'est un trou. Tel livre est à telle place dans ma bibliothèque. C'est parce que ça, il a son trou. Et moi, j'ai dû me faire une place dans la société. Et comme on dit très bien en français, il a fallu que je fasse mon trou. Le trou dans lequel je mets mon corps. C'est ça, faire sa place. La place, c'est toujours un trou. Et c'est pour ça que le symbolique, c'est le trou. Et que dans ce trou, on peut mettre plusieurs choses différentes. C'est pour ça qu'on peut faire des métaphores et mettre à la place du phallus un livre, justement, un cheval, un chien, un loup, un chat, une araignée, tout ce qu'on voudra, qui représente le phallus ou la castration. Le plus souvent, les serpents, les chiens représentent le phallus, et les chats, à cause du minou, représentent le vagin, et les araignées aussi, à cause les araignées poilues. Vous savez, c'est surtout celles-là qui font peur, évidemment, parce que ça représente la touffe de poils pubien. Donc on peut mettre plusieurs représentations, ça dépend de l'histoire de chacun, dans ce trou, à cette place de laisser vide par l'absence de phallus sur le bas d'un ventre féminin. À cette place peut venir aussi très souvent le pied donc les chaussures, d'où le grand soin que beaucoup de gens ont à se choisir des chaussures brillantes avec une boucle bien cirée, ou au contraire avec une couleur flashy comme moi qui affectionne les baskets jaunes, quelque chose qui fasse du pied quelque chose qui se remarque,
D'où l'expression c'est le pied aussi, qui n'est pas forcément dans toutes les langues, mais il se trouve qu'en français nous l'avons. Alors pourquoi ne pas s'en servir? C'est le pied qui rappelle tout simplement l'orgasme. Le fait d'avoir le pied, c'est-à-dire le phallus. Prendre son pied, avoir le phallus. L'avoir en tant que mec, je l'ai, ou en tant que femme, je le possède en le prenant au mec qui me pénètre. Ça me fait associer sur l'angoisse qui est beaucoup plus souvent celle des femmes, qui disent « Ouais, moi j'ai pas l'angoisse de castration. Par contre, j'ai l'angoisse de me faire agresser la nuit parce que je suis une femme et que je risque de me faire violer. » C'est quoi cette angoisse de se faire violer? Eh bien, c'est l'angoisse de se faire pénétrer sans avoir été d'accord. De même qu'on peut avoir l'angoisse de se faire poignarder, c'est la même chose. C'est une angoisse d'être mis en position féminine, tout simplement. J'ai souvent raconté que quand j'étais petit, ma mère me donnait des lavements. Bon, ça me faisait très mal, elle me disait rien, elle m'expliquait rien, elle disait juste « aujourd'hui, lavement ». Bon, j'étais obligé de me laisser faire, j'avais pas l'habitude de dire non, et voilà, ça me faisait très mal, et voilà, et ça recommençait régulièrement. Bon, des dizaines d'années après, j'ai osé sortir de la représentation que c'était pour mon bien, et je l'ai volontiers assimilé à un viol, puisqu'on ne me demandait pas mon avis, comme à une femme qu'on viole. Et se faire enculer, c'est franchement pas drôle du tout quand on n'en a pas envie. Ça fait très mal. Mais surtout, ce que je n'osais pas me représenter dans l'histoire, c'est que ça me mettait en position féminine. C'est ma mère qui avait le phallus, la canule de l'appareil à lavement. Et je me faisais enculer par elle. Et c'est comme ça que je peux comprendre l'angoisse des femmes à se faire pénétrer. Et que je l'entends très bien quand elles me racontent ce truc-là. Et que je comprends très bien qu'elles aient, comme elles disent, pas l'angoisse de castration, mais l'angoisse de se faire violer. C'est pourquoi dans les rêves des femmes, mais aussi des hommes, il y a aussi souvent cette angoisse que quelqu'un va pénétrer dans la maison par la fenêtre ou par la porte mal fermée. C'est très très souvent ce genre de rêve. Ou d'angoisse consciente. D'où les gens qui passent leur temps à vérifier que la porte est bien fermée, que les fenêtres sont bien fermées, etc. Vous voyez que ça ne sert à rien de dire c'est un symptôme obsessionnel. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi il y a cette compulsion à toujours bien fermer, vérifier. L'inverse existe aussi. Il faut que la porte ou la fenêtre soit absolument ouverte, de peur de ne pas pouvoir respirer. Ne pas pouvoir respirer, c'est pareil, c'est se faire étouffer. C'est être étouffé sous le corps de quelqu'un qui vous écrase. C'est du même ordre, mais légèrement inversé. Et donc ça, c'est être mis en position féminine, pour moi comme pour une femme, c'est-à-dire, c'est vous rappeler qu'il y a eu castration. Pour moi, c'est me mettre en position d'être castré. C'est en cela que c'est douloureux et que c'est angoissant. Angoissant quand c'est avant, douloureux quand c'est pendant. D'où l'angoisse que ça recommence, évidemment. Alors, comme c'est refoulé, cette représentation, c'est refoulé pour les raisons que je viens de dire, parce que c'est douloureux, parce que c'est angoissant, je ne veux pas le voir, je ne veux rien en savoir. Ça revient sous forme de métaphore. La métaphore de la crainte de pénétration, la métaphore de tomber, la métaphore de perdre son zizi, ça c'est pas une métaphore, on est carrément dedans. Enfin toutes les métaphores que j'ai citées précédemment. La métaphore d'un animal qui va représenter soit avec sa gueule dentée ce qui va me castrer, soit la castration comme telle, c'est-à-dire l'araignée, soit le phallus qui a pris son indépendance, c'est le serpent.
soit le cheval du petit Hans, c'est-à-dire le père qui va castrer le petit Hans, voyez, ou le Terminator, qui va vous étouffer, vous brûler, vous écraser, vous couper le zizi. Ça, c'est pas dit parce que c'est ce qu'il y a de plus refoulé, c'est ce qu'il y a de plus angoissant. C'est ça la chose terrible. Et c'est pourquoi cette angoisse de castration souvent remonte depuis le bas-ventre et va se loger dans le ventre tout simplement, c'est-à-dire dans les intestins. Moi j'ai eu mal au ventre quand j'étais petit, extrêmement souvent, le matin au moment d'aller à l'école. Pourquoi ? Mais parce que j'avais peur du maître, j'avais peur de ne pas avoir bien fait mes devoirs, j'avais peur de tout. Mais c'était quoi derrière ? C'était la peur de me faire castrer parce que je n'aurais pas bien fait. Ça me renvoie à la peur qui avait dû être la mienne quand je faisais pipi au lit ou caca dans les couches et où ma mère m'engueulait. Je ne sais pas si elle a proféré des menaces de castration, mais fatalement, je l'ai associé à ça. Lorsque j'ai compris, parce que j'ai certainement vu ma mère à poil à cette époque-là, comme la plupart des enfants, à un moment ou à un autre, on s'en aperçoit, et tout de suite, cette histoire de la différence sexuelle, crac, c'est parce qu'on l'a coupée. Et donc spécialement quand on se fait engueuler, surtout pour des histoires de pipi ou de caca, puisqu'on a le caca qui se détache tous les jours, comme un élément du corps. En plus, ça a une forme phallique, c'est comme si c'était le phallus qui se détache et que l'on perd. Alors, d'où le déplacement au niveau de l'intestin, avoir mal au ventre ou avoir des constipations ou des diarrhées. L'angoisse se reporte dans un phénomène corporel, une douleur ou le blocage d'une fonction, la fonction d'excrétion en l'occurrence, même la fonction de miction. Et puis ça peut remonter un peu plus haut, ça peut remonter au plexus solaire. Souvent les gens disent qu'ils éprouvent l'angoisse à ce niveau-là, là au centre de la poitrine. Effectivement, il y a un centre nerveux à cet endroit-là. Donc pourquoi pas ? Mais c'est peut-être tout simplement aussi parce que ça remonte comme ça pour déplacer l'affect, déplacer l'angoisse de l'endroit où ça a pris naissance à un endroit où c'est plus neutre. Comme ça, on n'a pas la représentation. Et puis ça peut remonter un peu plus dans le cœur, et on a le cœur qui bat, et on retrouve le rapport à la peur, puisque l'angoisse n'est pas autre chose que la peur d'être castré. Et même s'il n'y a pas la représentation, justement, l'absence de représentation amène l'angoisse. Et avec la respiration qui s'accélère, etc., ça peut remonter encore un peu plus haut, au niveau de la bouche, et à ce moment-là, on a boulimie, anorexie, qui exprime le fait d'un refus par rapport à une insistance des parents pour manger ou pour ne pas manger trop. Et cette insistance qui s'accompagnait souvent de colère, d'engueulade, de quelque chose comme ça, ou tout simplement de l'angoisse des parents qui se transmet à ce niveau-là. Il va pas assez manger, il va trop manger, elle. Et du coup, l'enfant ressent lui-même cette angoisse, la reprend à son compte, pour ne pas subir la colère des parents, ou en colère comme retour contre l'insistance ou l'angoisse des parents. Et puis ça peut remonter encore à l'œil. Alors ça, moi j'ai eu. J'ai eu le mal au ventre. Et le mal à l'œil, j'ai eu encore très longtemps à l'âge adulte. Ça peut être hyper douloureux. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sauront ce que c'est. Avoir mal juste derrière l'œil, là. C'est bien connu. Des tas de gens ont ça. Ça n'est absolument pas organique. J'en sais quelque chose puisque j'en suis guéri, à force d'avoir compris que c'était l'angoisse de castration. Pourquoi ? Parce que c'est l'œil
qui fait la différence, qui voit la différence. La différence saute aux yeux. C'est pour ça aussi que j'avais peur des aiguilles dans le coussinet à couture de ma mère. Hein. Je voyais que... Souvent, ma mère me disait « Toi qui as de bons yeux, enfile l'aiguille pour moi ». Alors je le faisais parce qu'effectivement j'avais le bon yeux et puis je rendais service à ma mère, ça lui faisait plaisir, donc ça me faisait plaisir de lui faire plaisir, mais en même temps j'avais un mal fou à regarder l'aiguille, surtout la pointe, je pensais que ça allait me crever l'œil, quoi, ça allait me sauter à l'œil. C'était le début, j'avais pas mal à l'œil à l'époque, mais je pense que l'aiguille m'est rentrée à l'intérieur, et tiens, ça me fait penser qu'un jour, effectivement, en dansant sur le tapis du salon, je devais avoir 5-6 ans, je me suis rentré une aiguille dans le pied. Et elle est rentrée tellement totalement et sans faire de blessure qu'elle est restée plusieurs mois à l'intérieur contre l'os, à me faire mal, à m'empêcher de marcher. Et personne ne savait pourquoi. On a dû m'opérer pour retirer l'aiguille. J'ai vu l'aiguille toute rouillée qu'on m'a sortie du pied, donc je sais que c'est une réalité. Mais voyez, quelque part, je viens de faire cette association, en quoi là je suis vraiment en analyse, hein, à savoir que cette aiguille m'est rentrée à l'intérieur et j'avais peur des aiguilles, effectivement, de ma mère. Mais ce qu'il y avait derrière, c'était la menace de castration. Le handicap de marcher mal rappelait quelque chose de la castration. C'était au niveau du pied. J'ai dit ce que je pensais du pied tout à l'heure. Hein. Et c'était au niveau de l'œil aussi. Et alors, plaisir supplémentaire, le fil qui rentre dans le chat de l'aiguille, ça s'appelle le chat. Hein. Le chat, c'est pas loin de la chatte. Donc c'est une métaphore de l'acte sexuel. Ma mère me demandait finalement un acte sexuel. Pas étonnant que j'ai eu plaisir à faire ça pour elle. C'était une métaphore. Mais en même temps, je savais que c'était interdit, d'où la peur que l'aiguille me saute dans l'œil. Bon, donc j'ai mis des dizaines d'années à me débarrasser de cette migraine ophtalmique. Comme quoi on peut y arriver. Hein. Ça ne débarrasse absolument pas l'angoisse de castration, mais elle n'apparaît maintenant plus que dans les rêves, et d'une manière tout à fait atténuée. Le rêve dont je vous parlais tout à l'heure, où je suis sur le balcon et où j'ai peur de tomber, eh bien, ça m'a réveillé, oui, mais c'était le matin, c'était l'heure de se réveiller, et j'étais pas angoissé du tout. C'était juste une angoisse terriblement atténuée, parce que j'ai travaillé ça pendant des années. Et vous voyez que là, vous me donnez l'occasion de le travailler encore, puisque je trouve de nouvelles choses. Il y a toujours de nouvelles choses à trouver. Même si ça tourne toujours autour de la même chose, c'est-à-dire la castration en punition de l'inceste. C'est pas mon thème aujourd'hui, j'en ai assez parlé dans d'autres moments, mais là on le voit bien au travers de l'enfiler l'aiguille. Hein. Toi qui as de bons yeux, elle en avait de bonnes, ma mère. Alors j'ai pas cité l'estomac, on peut avoir mal à l'estomac, pas loin du plexus solaire, on peut avoir mal au dos. Le mal au dos est un des fléaux de la société contemporaine. J'ai vu les chiffres dans le bouquin d'un psychiatre américain qui a ouvert à New York une clinique spécialisée dans le mal au dos. C'est absolument fantastique. Et il est psychiatre et il s'est aperçu tout simplement avec les années que bah oui, c'était pas organique du tout. Hein. Il a comparé les radios et les douleurs des gens, par exemple. Et vous savez, on parle souvent d'un disque qui est coincé. Et que des fois, on va jusqu'à opérer le disque pour le décoincer le nerf. Hein. Mais dans la plupart des cas, dit ce type, quand on s'aperçoit qu'il y a un disque coincé, eh bien, la douleur dont parle la personne ne correspond pas au nerf qui est coincé. Donc c'est bien que le coinçage organique n'a rien à voir. Et mieux, il a fait faire par curiosité des radios de plusieurs grands sportifs. Un grand nombre. Hein. Et il a trouvé chez presque tous
des coinçages comme on en voit sur les radios des gens qui ont mal au dos. Mais ces sportifs-là n'avaient pas mal au dos. Curieuse chose. Hein. Donc ce n'est pas le coinçage d'un nerf dans un disque, on est obligé de conclure ça, qui provoque le mal au dos. C'est tout à fait autre chose. Et dans sa clinique, le gars en question, qui n'est pas psychanalyste, hein, il a engagé des psychologues, des psychanalystes pour travailler ce truc-là avec les gens qui ont mal au dos. Et il dit, maintenant, j'ai 75% de résultats positifs. Bon, je ne vais pas aller vérifier ces trucs, mais c'est tout à fait différent de l'époque où il essayait de soigner ça par de la kiné, des médicaments, etc. Quand on essaie de chercher quelles sont les représentations derrière la douleur, eh bien, on trouve l'angoisse, et moi je dis l'angoisse de castration. Avoir mal au dos, ça peut être très en rapport avec les mouvements du dos qu'on fait dans l'acte sexuel. Bon, ça peut être lié à une mauvaise posture devant l'écran de l'ordinateur ou dans n'importe quel travail, manuel ou pas manuel. Hein. Ça peut être lié, mais est-ce que c'est vraiment la source ? Pas sûr. Je ne fais que faire un tour assez sommaire de ce qui se trouve dans la plupart des cas. Mais il peut y avoir des douleurs à tous les endroits, des dysfonctionnements à tous les endroits du corps. Ça peut se mettre n'importe où. C'est là où chaque sujet est singulier. Hein. L'universel, c'est l'angoisse de castration. Après, chaque sujet est singulier et la met à peu près n'importe où dans son corps. Donc il importe d'écouter l'histoire de chaque sujet singulier et de surtout pas interpréter à sa place, comme je le dis toujours, parce qu'il faut respecter justement ce parcours du sujet. Si on le dit à sa place, si on lui fournit l'interprétation, c'est encore une manière de le castrer. C'est le pénétrer avec un mot dont il ne veut pas entendre parler. Donc c'est redoubler la castration quelque part. On ne peut que aider à ce que les mots surgissent de la personne concernée. Alors, il y a des gens qui éprouvent de l'angoisse toute la journée, tous les jours, et ils ne savent pas pourquoi. Hein. Il n'y a pas de représentation. Ça a été refoulé. L'angoisse, c'est le seul affect qui ne l'a pas été. Sachant que, comme j'ai déjà dit, l'affect de désir, de plaisir vis-à-vis d'un parent pour lequel c'est interdit, évidemment, a été refoulé. Donc ça, on peut comprendre qu'on éprouve de l'angoisse. Moi, j'ai pas éprouvé ça, j'ai éprouvé de l'angoisse dans mes rêves, donc j'avais déjà des représentations. Hein, quand je rêvais tout petit que je tombais dans la cage d'escalier, oui, c'était angoissant. On peut le comprendre. Et j'en ai des restes aujourd'hui quand je rêve que je suis accroché par le bout des doigts et le bout des orteils à des petites fentes entre les carreaux sur la façade d'un immeuble. J'oublie de raconter que justement à une époque, quand j'étais gamin, je passais de ma chambre à la chambre de ma grand-mère par la façade extérieure. On n'était qu'au 3e étage, mais bon, c'était pas des carreaux de faïence. Je pouvais m'agripper de la rambarde de ma fenêtre à la rambarde de ma grand-mère. Il y avait un vide qui était pas très grand entre les deux. N'empêche, j'y ai risqué ma vie, je l'ai fait, mais des dizaines de fois. J'avais aucune angoisse. C'était justement un défi par rapport à cette chute dont je rêvais. Je me prouvais à moi-même que je ne pouvais pas tomber. Et ça, c'est un des trucs de la psyché masculine d'une manière très générale. Il faut se prouver qu'on n'est pas castré. Aux deux sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas tomber et que le phallus ne va pas tomber, puisqu'il y a cette correspondance corps-phallus. Hein. Je faisais ça. Donc, c'était un moyen, justement, de donner une représentation, un bouchon au trou de l'angoisse, qui est le trou du sexe féminin. Hein. Donc se balader dans ce trou, en quelque sorte, pour défier l'angoisse. Tout comme je montais la cage d'escalier dans laquelle en rêve je me voyais tomber, eh bien je la montais ou je la descendais, mais en m'agrippant à la rambarde à l'extérieur, c'est-à-dire le corps pendant dans le trou.
Hein, j'ai fait ça là aussi, mais des dizaines, des centaines de fois. Hein. Bon, j'allais jusqu'au 4e étage. Bon, si je m'étais loupé à un moment, j'y aurais perdu la vie. Hein. C'était complètement déconnant de faire ce genre de truc. Mais moi, ça m'amusait. C'est-à-dire, j'éprouvais l'affect inverse de l'affect d'angoisse. Je défiais la mort et la castration. Ou la mort en tant que c'est une castration. Et je voudrais vous raconter un autre rêve qui montre l'état où j'en suis maintenant, un rêve que j'ai fait il y a 1 ou 2 nuits, encore une fois, qui explique en quelque sorte l'état où j'en suis par rapport à l'angoisse. Je viens de rencontrer une femme, la voisine, je sais pas qui c'est, mais c'est la voisine, et la voisine part à la piscine. Je dois rentrer chez moi parce que je sais que j'ai des analysants à recevoir. Et je m'aperçois que j'ai laissé les clés à l'intérieur de la maison. Je ne peux pas rentrer. Panique. Dans le rêve. Panique, angoisse. Pourquoi ? J'ai pas les clés. La clé, c'est ce qui se met dans le trou de la serrure, c'est le phallus, donc je suis dans un état de castration. Je ne peux pas pénétrer la maison. Alors je me dis que je vais pouvoir peut-être recevoir les gens chez la voisine. Parce que la voisine, elle a laissé sa porte ouverte. Pourquoi ? On n'en sait rien. Bah oui, c'est une femme, quoi. La porte est ouverte. Mais quand je vais à l'intérieur, je m'aperçois que tout est sale, mal rangé, c'est plein d'objets pour poser partout. Ça va pas du tout, je peux pas recevoir les gens dans des conditions pareilles, d'autant que ce n'est pas chez moi. Je peux pas recevoir des gens dans un endroit qui n'est pas chez moi. Et puis je me souviens tout d'un coup qu'il y a des clés chez le gardien de l'immeuble. Un double de mes clés. Je suis sauvé. Hop, angoisse disparue. Je me précipite vers l'ascenseur pour aller chercher les clés en bas chez le gardien. Je me précipite en même temps qu'un autre jeune homme. Un autre jeune homme, ça veut dire que je me prends pour un jeune homme, très bien. Tout va bien. Et on se retrouve en fait à 3 dans l'ascenseur, mais je vois pas bien les 2 autres. Par contre, je vois qu'il y a encore un bordel pas possible dans l'ascenseur, ce qui est quand même pas un endroit où entreposer des choses, mais je sais pas qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et la seule chose que je distingue, c'est qu'il y a des packs de bière, et peut-être plus précisément de la 1664. Et je trouve bizarre aussi que le sol de la cabine d'ascenseur semble avoir été enlevé. Enfin, c'est pas le sol, c'est la moquette qui a été enlevée. Et il y a le sol brut en dessous. Où il y a j'ai peut-être l'indice qu'il y a une machinerie que je vois pas bien. Et voilà, le rêve s'arrête là. Eh bien, on a tous les ingrédients pour comprendre comment j'ai réussi à boucher l'angoisse en quelque sorte. Je l'ai bouché avec la cabine d'ascenseur. Le trou de la cage d'escalier, qui me faisait si peur autrefois et si plaisir quand je le défiais, maintenant je prends l'ascenseur, ce qui est quand même plus sécurisant. Et dans cet ascenseur, qui est à la fois le moyen de monter-descendre, c'est-à-dire une métaphore de l'acte sexuel, je trouve quoi ? Un bordel, comme à l'intérieur finalement de l'appartement de la dame, et ça c'est le réel, c'est ce que j'ai nommé le réel. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de représentation. Et c'est là qu'on voit la différence justement, qui a amené Lacan à commettre son erreur en disant que c'est le réel qui produit l'angoisse. Parce que ce capharnaüm me produit de la réluctance, oui, mais à la limite dans l'appartement de la dame, oui, mais pas dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, c'est juste, tiens, c'est étrange. Et je peux pas le nommer. Je n'ai pas de représentation, mais c'est très différent, en même temps que c'est à côté d'une représentation d'un endroit où il y a une absence de représentation. Parce qu'il y a les bouteilles de bière, particulièrement la 1664, a une forme assez phallique. Donc là, il y a du phallus, et on a enlevé le sol de la cabine d'ascenseur, c'est-à-dire que potentiellement, il y a le trou en dessous. Le trou qui menace. Mais il n'y a pas le trou. J'ai mis une représentation d'un sol. Donc,
maintenant, j'ai bouché l'angoisse, en quelque sorte. J'ai bouché l'angoisse parce que j'ai compris que c'était une question de présence ou d'absence de la bouteille de 1664, c'est-à-dire de présence-absence du phallus, présence-absence de la moquette qui voile le trou, que finalement il n'y a pas parce que je l'ai voilé, j'ai trouvé l'ascenseur facile de justement produire un acte sexuel. C'est pas si facile que ça, mais il y a au moins les représentations. Je ne suis plus sans représentation. Une représentation, un sans représentation qui est bien absence de représentation, je précise. Ce n'est pas le pas de représentation qu'il y a dans le réel. Ce pas de représentation implique qu'il n'y a pas de trou autour d'une représentation, il n'y a donc pas d'objet, je peux juste dire il y a des objets. Il n'y a pas de contour entre chaque objet. Donc il n'y a pas d'affect, parce que l'affect c'est le contour, c'est la découpe. Donc il n'y a pas d'angoisse à propos du réel. Mais sur le bord du réel, il y a toujours, ça je vous donne qu'un exemple, mais dans mon livre À bord du réel, j'ai abordé par le menu cette question, je m'aperçois que dans tous les rêves, où je trouve du réel, eh bien juste à côté, il y a une représentation de la castration. Donc c'est celle-là qui cause l'angoisse, en tant que menace due à un affect incestueux. Menace ou réalité, puisque une fille peut se dire « ça y est, j'ai eu cette pensée incestueuse, donc c'est pour ça que j'ai été castré ». Ça n'empêche pas que la menace continue, continue en vertu de cette équivalence du corps et du phallus, c'est pourquoi une femme, l'aspiration d'en général toutes les femmes, c'est un enfant en échange d'un phallus, et ce corps de l'enfant, elles mettent sur ce corps de l'enfant la menace, c'est-à-dire que c'est la prunelle de leurs yeux, comme elles disent, c'est d'un précieux absolument inouï, elles sont prêtes à se sacrifier, à se jeter dans le vide pour leur enfant. Les mecs, c'est moins évident. Ils sont plus prêts à se jeter dans le vide pour se prouver, comme je l'ai fait moi-même, qu'ils ne sont pas castrés. Alors justement, pour une femme, se prouver qu'elle n'est pas castrée, c'est sauver le corps de l'enfant. Vous voyez, c'est tout à fait équivalent. C'est juste un petit glissement du phallus à l'enfant, qui fait que l'angoisse de mort est la même, mais pas exactement sur le même corps, mais c'est de toute façon à la base d'une angoisse de castration. Je vous laisse sur ces images de l'incendie de Notre-Dame de Paris et de l'écroulement de sa flèche, dont il est clair qu'il s'agit d'une castration, et on a bien vu l'émotion que cela a provoqué dans le monde entier, et c'est bien de cela qu'il s'agit. Il faut remarquer que cette flèche se situait bel évidemment entre les deux tours, c'est-à-dire entre les jambes de Notre-Dame.